Madame la Présidente du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes, Mesdames les conseillères nationales, Madame l'adjointe au maire, chers membres du comité, chers amis, à l'occasion de la 5e année d'existence du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes, il me tenait à cœur de célébrer cette journée du 8 mars avec vous toutes et tous. Réunir le même jour, dans un même lieu, toutes les personnes engagées pour les droits des femmes, c'est donner corps au formidable collectif que vous représentez. Cette journée a un goût d'aboutissement, comme une preuve tangible de notre travail quotidien et des avancées réalisées en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Mais je l'envisage aussi et surtout comme un point de départ. Nous avons voulu ce 8 mars 2024 comme un lieu de rencontre et de partage pour nouer de nouveaux contacts, faire naître de nouvelles idées et renforcer les liens qui nous unissent depuis de nombreuses années. De ce que j'ai pu voir aujourd'hui, je crois que ces contacts ont été nombreux entre les différents intervenants et j'en suis ravie. Parce que demain sera un autre jour et que notre implication devra rester tout aussi forte. Parce que l'engagement pour les droits des femmes, c'est toute l'année et pas seulement le 8 mars. C'est la convergence de toutes ces bonnes volontés qui nous permet d'être là ensemble. Alors je vous remercie encore une fois très sincèrement pour votre présence aujourd'hui. Je voudrais avoir un mot pour féliciter toutes les personnes qui ont préparé cette journée à mes côtés. Théo Campana et Bérénice Bardonnet, mes formidables collaborateurs qui ont fait un travail exceptionnel. L'ensemble des directions et des services du gouvernement impliqués, et bien sûr les équipes de l'espace Léo Ferré, Emmanuel Duvivier en particulier et ses équipes, et la mairie de Monaco, sans qui rien n'aurait été possible. Votre soutien, toujours bienveillant pour nos initiatives, est précieux. Je me réjouis de voir autant d'intervenants, d'artistes, de personnalités qui ont répondu présentes à notre invitation. Merci à vous d'avoir rempli cette journée. Merci enfin au public d'avoir été au rendez-vous malgré les vacances scolaires, malgré la pluie, car nos actions et nos idées ne valent que si elles sont partagées. Par votre présence, vous avez fait de ce 8 mars un véritable point d'ancrage pour l'année à venir. Pour terminer cette partie de conférences et de débats, et avant de passer au moment plus artistique de la journée, nous avons voulu vous inviter au voyage, vers un pays qui, de longue date, a fait de l'égalité une valeur cardinale. Je suis très honorée, nous sommes très honorés d'avoir accueilli Maître Louise Cordeau, présidente du Conseil du statut de la femme du Québec. Je tiens à vous remercier très chaleureusement, cher Maître, d'avoir accepté notre invitation à venir partager votre expérience et celle de votre pays. Autour de l'égalité entre les femmes et les hommes au Québec, vous allez évoquer dans quelques instants 50 ans d'avancées et d'enjeux persistants. Mais laissez-moi d'abord vous présenter. Vous avez débuté votre carrière en exerçant le droit privé. Par la suite, vous avez été directrice de cabinet du président de l'Assemblée nationale du Québec, puis du ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la réforme des institutions démocratiques. Vous avez ensuite occupé la fonction de directrice de Radio-Canada Québec pour la télévision, la radio et le web, puis le poste d'éditrice et de chef de la direction du Journal de Québec en 2012. Vous êtes d'ailleurs la première femme à avoir occupé ce poste depuis la création du journal en 1967. Depuis février 2017, vous êtes présidente du Conseil du statut de la femme du Québec. Parmi vos responsabilités de présidente, vous avez développé de nombreux partenariats avec des organismes internationaux de la francophonie. Vous êtes d'ailleurs intervenue lors de la séance d'ouverture du Forum Génération Égalité qui s'est tenu à Paris en 2021. Maître Louise Cordeau, je vous souhaite la bienvenue à Monaco et vous invite à monter sur scène pour cette conférence de clôture. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est un très grand privilège pour moi d'être parmi vous aujourd'hui en ce 8 mars, Journée internationale du droit des femmes.
Je me présente à vous avec humilité et émotion en sachant à quel point les enjeux entourant l'égalité entre les femmes et les hommes sont complexes. Je veux d'entrée de jeu remercier chère Céline pour son invitation à partager avec vous quelques réflexions entourant cette journée si significative. Comme Céline l'a dit, le Conseil du statut de la femme a célébré ses 50 ans en 2023. Le Conseil a pour objectif de conseiller le gouvernement et d'informer la population sur les enjeux d'égalité. Permettez-moi de retracer certains grands jalons des 50 dernières années d'existence du Conseil. C'est en 1972 que Mme Marie-Claire Kirkland, qui était députée et qui était ministre des Affaires culturelles et seule femme membre de l'Assemblée nationale, c'est elle qui a déposé notre projet de loi, la loi sur le Conseil du statut de la femme, qui sera adoptée le 6 juillet 1973 à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Deux éléments qui sont assez amusants et parlants de l'époque. Lorsque Mme Marie-Claire Kirkland a été élue députée, c'était la première femme à l'Assemblée nationale du Québec. Et à l'époque, les femmes qui entraient à l'Assemblée nationale nécessairement étaient dans les tribunes du haut. Il y a le parquet, les tribunes du haut. Et les femmes devaient nécessairement porter des chapeaux. Alors, on s'est demandé, est-ce que Mme Marie-Claire Kirkland, élue maintenant députée, portera un chapeau? Et le lendemain, dans les nouvelles, on n'a pas parlé de son discours d'introduction, on a parlé du chapeau qu'elle ne portait pas. Alors, beaucoup de chemin a été fait et lorsque la loi sur le Conseil du statut de la femme a été adoptée, plus aucune femme ne siégeait à l'Assemblée nationale. Alors, le premier responsable ministre de la condition féminine au Québec était un homme. Alors, en 1973, le gouvernement a nommé notre première présidente du Conseil du statut de la femme, Laurette Champigny-Robillard. À l'occasion des 50 ans du Conseil, nous avons d'ailleurs publié une bande dessinée pour les jeunes. L'éducation à l'égalité, c'est fondamental, qui s'appelle Cap Égalité. Ce sont des jeunes qui s'embarquent sur un paquebot, qui vivent les différences, qui vivent les stéréotypes. Et le paquebot porte le nom de notre première présidente, Mme Laurette Champigny-Robillard. En novembre 1973, notre service de recherche entreprend ses activités avec 2 agentes. Aujourd'hui, j'ai le privilège de compter sur le soutien d'une trentaine de personnes. Et lors du dépôt du premier rapport annuel du Conseil, certaines priorités d'action avaient été déterminées. Je me permets de vous en partager quelques-unes parce que force est de constater que plusieurs de ces enjeux sont malheureusement encore existants. On parlait alors de la parité de salaire, des stéréotypes dans les manuels scolaires, des services de garde, de la réforme du Code civil entourant le droit de la famille, des violences, des agressions sexuelles, et de la place des femmes dans les lieux de pouvoir. C'est quand même assez surprenant, mais dans les premières années du Conseil, les employés qui étaient responsables du centre de documentation, elles ont dû élaborer un système de codification maison, parce que les systèmes traditionnels disponibles à l'époque, dans ces systèmes, le sujet femme n'était pas décomposé de façon assez précise pour répondre aux besoins du Conseil et de ses recherches. Aujourd'hui, le Centre de documentation Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie est parmi les plus importants centres de documentation sur le féminisme et la condition féminine dans le monde francophone. Au moment où le Conseil a amorcé son action, la discrimination en emploi était perçue comme condamnable, mais n'était pas formellement interdite par une charte ni par une loi. Lors de ses premières interventions, le Conseil a donc choisi de s'attaquer aux lois les plus ouvertement discriminatoires,
particulièrement dans le domaine du travail et des avantages sociaux. En 1974 a débuté un vaste programme de recherche dans le domaine de la transmission des valeurs et des représentations sociales. Les premiers résultats sont une analyse des stéréotypes masculins et féminins dans les manuels scolaires et l'élaboration d'un cours destiné aux futures enseignantes et aux futurs enseignants sur le sexisme. Ce cours est d'ailleurs inscrit aujourd'hui dans le programme de formation des enseignantes et des enseignants de la plupart des universités québécoises. 5 ans après la création du Conseil, donc nous sommes maintenant en 1978, le Conseil remet au gouvernement un rapport qui s'appelle « Pour les Québécoises, égalité et indépendance ». Ce document de 335 pages décortique tous les aspects de la condition féminine et formule plus de 300 recommandations. C'est amusant de voir que tiré à 28 000 exemplaires, le document pour les Québécoises, égalité et indépendance connaît immédiatement un grand succès auprès de la population et il se retrouve au 3e rang des best-sellers à ce moment-là dans les librairies du Québec. D'ailleurs, les journalistes ont accueilli ce dépôt de documents comme un grand événement politique. Et je pense que nous pouvons constater aujourd'hui que l'accueil positif qui avait été fait à ce document à l'époque était très révélateur d'une évolution de l'opinion publique en matière de conditions féminines. Et le gouvernement a adopté d'emblée les propositions du Conseil et en a fait sa première politique en matière de conditions féminines. Près de 20 ans plus tard, l'Assemblée nationale adopte la loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne pour inscrire dans le préambule de notre charte l'égalité entre les femmes et les hommes comme valeur fondamentale de justice, de liberté et de paix. Aujourd'hui, pour guider ses travaux et ses actions, le Conseil s'appuie sur 5 valeurs: l'excellence, la rigueur, l'agilité, l'ouverture et l'engagement. Et nous sommes fiers d'agir comme un organisme phare qui éclaire les actions gouvernementales en matière d'égalité. Nous contribuons ainsi aux orientations du Québec sur les plans économiques, politique, sociale et culturelle, en mettant en lumière les obstacles à l'atteinte de l'égalité et en suggérant aux décideuses et aux décideurs les solutions novatrices pour la faire progresser. Vous savez, le Conseil réalise plusieurs types de travaux. Je vais vous en nommer quelques-uns de différents types pour vous donner un avis des sujets que l'on traite. Alors, nous avons réalisé un avis sur l'accès aux services de garde, sur l'intelligence artificielle et ses risques pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous avons aussi déposé des mémoires suite à des dépôts de projets de loi qui ont été appelés en commission parlementaire relatifs au harcèlement psychologique et à la violence à caractère sexuel en milieu de travail, relatifs aux grossesses pour autrui, et un mémoire portant aussi sur la réforme du droit de la famille. Et nous avons aussi participé à une consultation en vue de la préparation d'un plan d'action pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées. Nous avons aussi fait un mémoire afin d'assurer la santé et la sécurité des femmes au travail. Les mémoires sont déposées parce qu'il y a souvent des projets de loi ou des plans stratégiques. Nous prenons aussi l'initiative de faire certaines études et certaines qui sont récentes, je vous en nomme 4. Les grossesses pour autrui, quel était l'état de situation au Québec? Quels sont les constats de la présence et des impacts des sports, les femmes, leur présence, les impacts, les enjeux. On sait qu'au Québec, il y a eu plusieurs enjeux récents de dénonciation de sportives par rapport à leur entraîneur.
Et on a fait aussi une étude sur l'accès aux produits menstruels. Ce n'est pas tout, on fait des portraits. Les derniers que nous avons faits représentent divers horizons. La présence des femmes dans les lieux décisionnels et consultatifs, le portrait des Québécoises, une édition qui porte sur la famille, et le portrait des Québécoises, une édition qui porte sur les femmes et la santé. Et nous aurons un prochain portrait dans les prochaines semaines sur la place des femmes dans les lieux décisionnels. Donc, à l'occasion de notre 50e anniversaire, on a choisi de refaire le bilan des premiers documents fondateurs du Conseil. C'est évident que des avancées majeures ont marqué le Québec au cours des 5 dernières décennies. Nous avons à cet égard un devoir de mémoire. Notre bilan propose un temps d'arrêt pour apprécier l'évolution sociale au regard des droits des femmes, mais aussi pour mettre en lumière les enjeux qui persistent. L'exercice insuffle d'ailleurs un élan pour cibler notre action dans l'avenir, celle du Conseil du statut de la femme d'abord, et nous sommes très fiers parce que la création du Conseil du statut de la femme a été désignée comme événement historique et inscrite au registre du patrimoine culturel du Québec. Et nous avons aussi l'obligation de considérer l'implication de toute personne soucieuse de nous faire progresser vers une société plus équitable et plus égalitaire. Permettez-moi rapidement de vous partager les grandes lignes de cet important bilan. D'ailleurs, ce bilan-là est disponible sur le site web du Conseil du statut de la femme. Le bilan faisait le point. Évidemment, on n'a pas repris les 300 recommandations. Vous comprendrez que c'était un travail titanesque. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a classifié les recommandations en 5 thèmes. La socialisation et les stéréotypes sexuels, je l'ai évoqué tantôt, la santé, la famille, le marché du travail, enfin, les loisirs, la création artistique et le pouvoir. Et vous savez, j'ai posé des questions à mes professionnels de recherche, aux professionnels de recherche du Conseil, parce que je voyais mal comment loisirs, création artistique et pouvoir étaient dans le même chapitre. Et on m'a répondu, c'est comme ça que c'était codifié il y a 50 ans. Bon, on respecte ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, on ferait quelques petits changements, mais on a respecté la configuration de ce document de 1978. Alors, globalement, nous pouvons conclure que les avancées sur le plan des politiques publiques se sont incarnées d'abord. Il y a eu la création du secrétariat à la condition féminine. Le secrétariat à la condition féminine et le soutien à la ministre de la Condition féminine agit de façon transversale dans tous les ministères du gouvernement du Québec, soutient les organismes et l'ensemble de l'activité qui est directement reliée à l'exercice de la ministre de la Condition féminine. La réforme du droit de la famille des années 80, je vais vous en parler un petit peu plus tard. La loi sur l'équité salariale de 1996, la politique familiale de 1997, qui a jeté les bases des services de garde et des congés parentaux, et finalement la loi de 2006 obligeant la parité au sein des conseils d'administration des sociétés d'État. Je vous donne ces dates, non pas pour les retenir, puis non pas parce qu'il va y avoir un examen à la fin, mais d'abord pour réaliser qu'au Québec, tout ce que je viens de dire, c'est entre 1979 et 2006. Et dans tout ce que je viens de vous dire, on est presque à la deuxième étape de la réflexion de ces lois pour se demander comment on pourrait aller encore plus loin et être encore plus performant. Alors, sans être exhaustive, parce que je ne pourrais pas l'être aujourd'hui, force est de constater les impacts de ces politiques publiques dans notre société. Évidemment, la forte présence des femmes sur le marché du travail, le rehaussement de leur niveau de scolarité. Chez nous, la démocratisation de l'enseignement supérieur s'est amorcée à la fin des années 1960.
La possibilité que les femmes ont désormais de se réaliser en dehors de la maternité et de la sphère domestique. L'élargissement considérable de leurs perspectives professionnelles et enfin, la conscientisation sociale accrue envers toute forme de violence. Malgré ces avancées, plusieurs enjeux persistent et simplement à titre d'illustration, bien que la plupart des femmes occupent désormais un emploi, elles s'occupent toujours davantage des responsabilités familiales que les hommes. Nous constatons aussi que malgré leur autonomie financière, bon nombre d'entre elles sont fragilisées par la manière dont les dépenses sont partagées dans leur couple. Rappelons aussi, et ça c'est très important, que les inégalités touchent singulièrement certaines catégories de femmes. Nous pensons aux femmes autochtones, racisées, immigrantes ou en situation de handicap qui vivent souvent des difficultés accrues en vue de leur insertion socio-professionnelle et de leur accès à des postes de pouvoir ou d'influence. Depuis quelques années, nous constatons aussi que des inégalités s'infiltrent dans de nouveaux espaces, comme c'est le cas de la misogynie et de l'hypersexualisation sur le web et les réseaux sociaux, qui, rappelons-le, sont des espaces non réglementés. Ces inégalités peuvent également être perpétrées plus sournoisement, par exemple par l'entremise de systèmes d'intelligence artificielle qui sont en apparence neutres. Alors, si vous le permettez, je vais essayer d'illustrer un petit peu plus concrètement le propos. Ce ne sera pas très long, mais je me suis fait deux colonnes, en 78 et depuis 78, et je vais marquer quelques petits éléments. Le premier chapitre, je vous l'ai dit, c'est la socialisation et les stéréotypes sexuels. Donc, en 78, les pères s'impliquent peu dans l'éducation et les soins des enfants. Depuis 78 au Québec, on valorise la paternité. Les pères s'impliquent un peu plus qu'avant dans les tâches domestiques. Et ce qui a fait la différence, c'est qu'en 2006, on a créé le régime québécois d'assurance parentale qui offre des congés réservés aux pères à la naissance ou à l'adoption d'un enfant. Actuellement, au Québec, les pères s'en prévalent dans 80% des cas. Cependant, les mères consacrent toujours plus de temps que les pères aux tâches domestiques, sans compter la charge mentale. Les manuels scolaires, d'autre part, ont présenté des images très stéréotypées des hommes et des femmes. Par exemple, Madeleine aide sa mère à faire la vaisselle et prend soin de son petit frère. Le ministère de l'Éducation a créé en 1980 un bureau d'approbation du matériel didactique qui tient maintenant compte de la manière dont les femmes et les filles sont représentées dans les manuels scolaires. Excusez-moi, 2 feuilles collées. La santé. En 1978, il n'existe aucune statistique sur les violences faites aux femmes. On pourrait dire que c'est un signe du peu d'intérêt porté à ce phénomène. Là, je ne vous apprendrai rien. Depuis 1978, des données sont colligées. Évidemment, elles montrent une croissance des agressions sexuelles et des infractions commises en contexte conjugal. De plus en plus, elles sont déclarées par la police au cours des dernières années. On peut noter aussi que la population est davantage sensibilisée aux violences sexuelles et conjugales, évidemment dans la foulée des mouvements Agression dénoncée et Moi aussi. Chez nous, un comité d'experts sur les violences sexuelles et conjugales qui a effectué plus de 300 recommandations a été créé. Et depuis, au Québec, il y a eu la création de tribunaux spécialisés et de services pour mieux accompagner les personnes victimes. En matière de famille, en 1978, le Code civil consacre la primauté de l'homme et la dépendance de la femme dans le mariage, et la femme perd son identité en étant désignée par le nom de son mari.
Depuis 1978, la réforme du droit de la famille de 1980 reconnaît l'égalité juridique de la femme et de l'homme dans le mariage. Les femmes conservent leur nom après le mariage et peuvent le transmettre à leur enfant. En 1978, le divorce et la séparation ont des conséquences majeures sur la sécurité financière des femmes. En 1989, le Code civil reconnaît aux couples mariés un patrimoine familial qui est divisé à part égale entre la femme et l'homme en cas de divorce. Le patrimoine familial est constitué des biens meubles et immeubles et des régimes de retraite acquis pendant le mariage, et ce, peu importe le régime matrimonial choisi par les époux. L'actuel gouvernement du Québec a d'ailleurs annoncé qu'il s'intéresse à une deuxième partie de la réforme du droit de la famille qui pourrait concerner les conjoints de fait. En 1978, il n'y a pas de réseau universel de garde accessible pour les parents et les jeunes enfants, et peu d'écoles offrent des services de garde. Aujourd'hui, des services de garde existent dans toutes les écoles. Les centres de la petite enfance sont créés en 1997, mais actuellement, nous vivons une très grande pénurie de places dans les services de garde. Quatrièmement, le marché du travail. Le droit des femmes au travail rémunéré en 1978 n'est pas pleinement reconnu et l'expression salaire d'appoint est utilisée pour référer aux revenus de ces femmes. On pouvait donc insinuer qu'elles travaillent pour assurer un surplus de salaire. En 2022, 88 % des Québécoises entre 25 et 54 ans sont actives sur le marché du travail, comparativement à 50 % en 1978. On constate d'ailleurs que l'occupation d'un emploi à temps partiel est en baisse, mais il demeure quand même plus fréquent chez les femmes. En 1978, on constate que les femmes ont moins accès aux études avancées et que leur formation est souvent inadéquate. L'accès aux études supérieures au Québec s'est démocratisé. En 2021, dans la population québécoise, 33 % des femmes et 26 % des hommes ont un diplôme universitaire. Du soutien est aussi offert aux personnes qui étudient à temps partiel ou qui ont des responsabilités parentales. Donc, les femmes sont aujourd'hui au Québec plus scolarisées que les hommes. En 1978, la discrimination guette les femmes au moment de l'embauche et de l'octroi de promotion. Les femmes sont peu présentes dans plusieurs secteurs traditionnellement masculins. En 2001, le Québec a adopté la loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics. On a constaté que les femmes tendent davantage à faire des concessions sur leurs activités professionnelles en raison de responsabilités familiales. Ça, on le voit régulièrement. Elles demeurent quand même sous-représentées au sommet hiérarchique des organisations. Actuellement, au Québec, elles occupent 35 % des postes de gestion. Toujours au niveau du travail, les femmes sont moins payées que les hommes pour l'exercice du même emploi. En 1979, l'adoption de la loi sur les normes du travail vient établir des conditions minimales de travail pour l'ensemble de la main-d'œuvre. Ce qui est très important aussi pour le Québec a été l'adoption de la loi sur l'équité salariale en 1996 qui vise à éliminer les écarts salariaux entre des emplois à prédominance féminine et des emplois à prédominance masculine qui sont équivalents. Cependant, l'écart salarial existe encore. En 1998, il était de 17 % et en 2022, il est de 10 %. En 1978, le Conseil du statut de la femme a réclamé une loi qui protégeait spécifiquement la maternité et qui permettait des congés payés lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. En 1981, le Québec a adopté le programme qui s'appelle « Pour une maternité sans danger »,
qui permet aux travailleuses enceintes ou qui allaitent de bénéficier d'une réaffectation ou d'un emploi ou d'un retrait préventif si leur emploi compromet leur santé ou celle de leur enfant. Des congés pour des raisons familiales ont été introduits à la loi sur les normes du travail à compter de 1990. Par exemple, 10 journées d'absence par année, dont les 2 premières sont rémunérées pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l'éducation de son enfant. Le dernier élément, le pouvoir. En 1978, les femmes sont quasiment absentes de la vie politique. Depuis 1978, la zone paritaire est atteinte à l'Assemblée nationale du Québec pour la première fois en 2018. Actuellement, 58 femmes sont élues à l'Assemblée nationale, ce qui représente 43 % de la députation. Cependant, les femmes demeurent encore sous-représentées en politique municipale, 24 % de mairesses et 37 % de conseillères municipales en 2021. Des lois ont aussi été adoptées afin d'assurer la parité au sein des conseils d'administration des sociétés d'État en 2006 et au sein de la magistrature en 2012. Encore aujourd'hui, les femmes demeurent sous-représentées sur les conseils d'administration des organisations du domaine du sport et de la finance. Actuellement, au Québec, 21 % des conseils d'administration des sociétés québécoises inscrites en bourse ne comptent aucune femme. Et malheureusement, tantôt je parlais de nouveaux enjeux. Malheureusement, nous constatons que les femmes qui s'engagent dans les lieux de pouvoir et d'influence tendent à être davantage exposées que les hommes à des manifestations d'hostilité en ligne. Alors, le bref portrait des 50 ans d'enjeux d'égalité offre une vue d'ensemble du chemin parcouru au Québec en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Partant de l'état de situation qui était exposé en 1978, elle montre que la société québécoise, qui s'est profondément transformée, affiche quand même des avancées indéniables pour les femmes. Des progrès se manifestent aussi sur le plan des comportements sociaux. En témoigne éloquemment la forte présence des femmes sur le marché du travail, le rehaussement du niveau de scolarité, la possibilité qu'elles ont désormais de se réaliser en dehors de la maternité et de la sphère domestique, l'élargissement considérable de leurs perspectives professionnelles, de même que la conscientisation sociale accrue envers toute forme de violence. Notre bilan rend par ailleurs visible une évolution dans la manière de nommer, de concevoir et de décrire les réalités qui touchent les femmes. Par exemple, les violences à leur endroit ne sont plus reléguées à la sphère privée et la notion de féminicide est nouvellement entrée dans notre vocabulaire. Pareils changements ne sont pas étrangers à l'essor de la recherche, ce à quoi le Conseil se consacre de façon intense et passionnée. Cette recherche qui, dans une variété de domaines, contribue à une compréhension plus fine des inégalités entre les hommes et les femmes. Tant d'avancées ne doivent toutefois pas occulter la présence d'enjeux qui se manifestent parfois sous de nouvelles formes. Plusieurs inégalités tiennent d'ailleurs de mentalité et de pratiques tant individuelles qu'organisationnelles, dont l'évolution s'inscrit généralement dans un cheminement à long terme. À titre d'illustration, bien que la plupart des femmes occupent désormais un emploi, on l'a dit tantôt, elles s'acquittent toujours davantage des responsabilités familiales que les hommes. Et malgré leur autonomie financière, bon nombre d'entre elles sont fragilisées par la manière dont les dépenses sont partagées dans leur couple. Force est aussi de constater que les inégalités touchent singulièrement certaines catégories de femmes, comme je vous les ai nommées tantôt. Et les inégalités maintenant s'infiltrent dans de nouveaux espaces, comme c'est le cas de la misogynie et de l'hypersexualisation sur le web
et les réseaux sociaux. La vigilance et l'action sont toujours requises, d'autant que les avancées, on le sait, toutes et tous, ces avancées sont partielles, ces avancées sont fragiles. Elles se situent d'ailleurs dans une très récente et courte période de notre histoire. Faut-il rappeler, par exemple, que bien que les femmes puissent aspirer de nos jours à de nouvelles avenues professionnelles, chez nous, au Québec, une seule a maintenant occupé la fonction de première ministre du Québec et que leur présence est encore manifestement minoritaire dans plusieurs postes et lieux d'influence. C'est donc dans cette optique que le Conseil que je préside entend poursuivre sa mission, avec la même ardeur qui l'anime depuis sa création en 1973. Il accordera une attention spéciale à la complexification de certains enjeux et aux réalités nouvelles qu'elles génèrent. Conscient que la quête de l'égalité entre les femmes et les hommes requiert l'apport de l'ensemble des membres de la communauté, le Conseil du statut de la femme continuera à susciter la contribution du gouvernement et de toutes les organisations, mais aussi de chaque citoyenne et de chaque citoyen qui peuvent, tantôt Céline le disait, par leurs actes et leurs paroles, faire progresser la société québécoise. Nous sommes privilégiés de partager avec des organisations nationales comme le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes de Monaco des préoccupations et des travaux sur des questions aussi fondamentales que les violences faites aux femmes, l'équité salariale, la santé des femmes, la gouvernance des entreprises ou la représentativité des femmes dans les lieux décisionnels. Des questions toujours assurément essentielles à la construction de sociétés plus équitables, plus égalitaires et plus inclusives. Je vous remercie de votre attention. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. On va se livrer, avant de basculer dans une partie plus artistique, à un petit jeu de questions-réponses. On va profiter quand même de la présence de Maître Louise Cordeau, voilà, qui a fait le déplacement jusqu'en Principauté et qui nous a mis en valeur le chemin parcouru par l'expérience du Québec. J'imagine qu'il y a peut-être des questions dans la salle. Madame... Est-ce qu'elle a été claire, Madame Cordeau ? Très clair ou une question? Il y a une question. Allez. Par contre, je vais peut-être vous laisser le micro. Oui, merci beaucoup pour cette conférence. Moi, j'avais une petite question. Quel est le taux de natalité des Canadiennes par rapport à les 10 dernières années pour parler de ces crèches qui sont surchargées maintenant, mais est-ce que le taux de natalité canadien est en baisse comme celui de la France? Oui, le taux de natalité au Québec est en baisse, mais nous accueillons plusieurs personnes issues de l'immigration. Donc, ce qui fait que les données relatives à l'arrivée massive d'enfants dans les différents niveaux scolaires et dans les services de garde fait changer un peu la capacité du Québec d'accueillir tous ces enfants en même temps dans les services de garde. Oui, une question s'il vous plaît. Alors, est-ce que ce que vous avez constaté dans la province du Québec est reflété aussi dans les autres provinces canadiennes ou ça n'a rien à voir? Le mandat du Conseil du statut de la femme se limite au Québec parce que nous avons mandat de conseiller le gouvernement du Québec. Alors, c'est sûr qu'on suit les différents horizons et les différents enjeux dans les autres provinces canadiennes, mais notre expertise se concentre vraiment autour des enjeux qui sont vécus au Québec. Et ça représente combien de personnes? On est rendu à 9 millions. Ah oui, quand même. Et le territoire est un peu plus grand que le vôtre.
Et c'est d'ailleurs ce qui complexifie certains enjeux, parce que lorsqu'on parle d'accès aux services de garde, lorsqu'on parle d'accès ou de résidence pour aider les femmes qui sont victimes de violences, c'est sur un immense territoire. Alors, il y a des enjeux, je sais qu'il y a des enjeux partout, mais cette diversité, cette grandeur de territoire est un enjeu additionnel. Oui, une question. Bonjour. Merci pour ce partage d'expérience très clair et inspirant. Parmi les thèmes que vous avez abordés, les sujets qui ont été votés, implémentés, est-ce qu'il y en a, quels sont les deux qui vous ont donné le plus de fil à retordre? Et ici, à Monaco, si on devait choisir parmi tout ce qui a été le plus grand changement, quels seront les deux thèmes que vous suggéreriez qu'on mette en place? C'est toute une question. Je vous dirais qu'il y a un thème, c'est pas nécessairement que ça a été plus difficile, mais qui est récurrent depuis le jour 1, c'est toute la question des violences et du harcèlement dont les femmes sont victimes. Et on en est toutes conscients et conscientes. On veut enrayer cette violence, on veut accompagner les victimes, on veut que les victimes puissent se reconstruire, mais on voit des féminicides, on voit des actes de violence nombreux et on se sent souvent trop démunis devant l'ensemble de ces réalités qui touchent le monde entier, hein, et encore plus parfois ailleurs. Quant à ce qui a construit beaucoup le Québec, il y a deux éléments. Évidemment, le régime de services de garde à contribution réduite, qui a permis aux femmes d'entrer massivement sur le marché du travail. Et plus récemment encore, le régime québécois d'assurance parentale, où finalement, c'est un régime qui est à contribution à la fois de l'employé et de l'employeur, où des semaines sont réservées pour la mère, 5 semaines réservées pour le père exclusivement, et des semaines partageables entre le père et la mère. Et si le père et la mère partagent des semaines de façon équivalente, le couple bénéficie de semaines additionnelles quant au congé parental. Alors, moi j'avais deux questions. La première, vous avez parlé d'intersectionnalité et je voulais savoir ce que le Québec a mis en place pour essayer de lutter contre ces conséquences sur les femmes quand elles viennent de minorités, quand elles viennent handicapées, etc. C'était un sujet qui est assez intéressant et prenant pour nous. Et le deuxième, qui n'a rien à voir, je voulais savoir si le Québec a mis en place des congés spéciaux pour l'allaitement, mais surtout des congés payés, en plus, en surplus du congé maternité. Je comprends peut-être pas bien votre deuxième question, parce que des congés d'allaitement. Parce qu'on a le régime québécois d'assurance parentale qui prévoit des congés. C'est pas, on s'entend qu'on appelle ça un congé, mais avoir un enfant, c'est pas tout à fait un congé, mais c'est ça, oui. C'est comme ça qu'on l'appelle. Quant à l'intersectionnalité, au Conseil, nous, ce qu'on fait, c'est que dans l'ensemble de nos travaux, on tente de considérer les réalités multiples. On sait que ça ne peut pas être exhaustif et on sait qu'on ne peut pas trouver de solution à toutes les réalités qui sont multiples, mais on les prend en considération dans l'ensemble de nos travaux. Et donc, il y a une ouverture à analyser ces réalités multiples, mais les femmes sont distinctes entre elles, les femmes vivent des réalités distinctes entre elles, alors on en tient compte, mais on regarde aussi l'ensemble des réalités entourant la majorité des femmes. Merci infiniment, Maître, pour tous ces éclairages. Vous évoquiez parmi les travaux de vos équipes l'intelligence artificielle. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? En fait, l'intelligence artificielle, nous venons de déposer un avis au gouvernement du Québec parce que, et ça a été un travail de longue haleine, parce que les données sont extrêmement fragmentaires. Les mauvaises expériences en termes d'intelligence artificielle ne sont pas nécessairement connues, mais on sait que l'intelligence artificielle est nourrie d'algorithmes, et ces algorithmes sont nourris par des personnes humaines qui mettent des informations dans ces algorithmes qui se reproduisent, qui croissent. Et donc, un des exemples qui est le plus parlant, plus facilement parlant, c'est par exemple si on utilise l'intelligence artificielle pour faire de la discrimination de curriculum vitae ou d'offres
de personnes qui voudraient occuper un emploi. Et si cet emploi-là a été occupé par des hommes dans les 5 dernières années, donc on va mettre des curriculums vitae d'hommes, on va en mettre 300, 400, 500, pour que l'intelligence artificielle détecte certains mots, certaines expressions, certaines qualités. Et il se pourrait que l'intelligence artificielle décide que toutes les propositions de candidature de femmes soient rejetées parce qu'elles ne correspondent à aucun des algorithmes qui auraient pu être mises dans l'information relative aux algorithmes. Je ne suis pas une spécialiste de l'intelligence artificielle, mais ce que nous, on demande au gouvernement du Québec, parce qu'on sait que l'intelligence artificielle, c'est plus grand que nous, c'est plus vite que nous, c'est que lorsque le gouvernement va subventionner ou va soutenir des projets de développement d'intelligence artificielle au Québec, de s'assurer que la façon dont on va travailler respecte les valeurs d'égalité essentielles au Québec. Que donc que des contributions, des subventions gouvernementales soient accordées à des entreprises qui sont respectueuses des valeurs québécoises. Oui, je vois 2 mains levées. On parle très souvent de tout ce qui est, on va dire, éthique, les valeurs, mais est-ce que économiquement, on arrive à chiffrer justement les plus-values et les bienfaits justement de toutes ces actions qui ont été mises en cause pour les pays? De les chiffrer par rapport, par exemple, à l'impact de la place des femmes sur le marché du travail, certainement, mais je ne pourrais pas vous répondre aujourd'hui là-dessus parce que de façon sectorielle, on a probablement une grande idée, mais aujourd'hui, je ne suis pas outillée pour vous répondre de façon précise. Merci. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez évoqué le problème des autochtones en particulier et de la violence qui pouvait surgir dans ces populations et dans d'autres, hein, vous l'avez précisé. En fait, ma question, est-ce que vous avez pu observer une relation de cause à effet avec, par exemple, l'utilisation abusive de l'alcool, de la drogue, ou même, dans certains cas, des excès de phénomènes sociaux comme la religion ou autres, quoi? Le Conseil ne s'est pas penché directement sur ces enjeux. Nous avons reçu aujourd'hui de notre ministre de la Condition féminine un mandat qui porte sur l'analyse des violences, mais surtout la prévention des violences. Alors peut-être que nous aurons à aborder l'ensemble de ces enjeux lors de notre mandat qui est tout frais d'aujourd'hui. Merci. Moi, j'ai une petite question, pas anecdotique, mais que je pense que les mots comptent beaucoup. On parle toujours de violences faites aux femmes. Je sais que les Québécois, vous êtes particulièrement attentifs au vocabulaire que vous utilisez, ce que je vous envie souvent. Quand on parle de violences faites aux femmes, on pense victime, mais on ne pense pas coupable. Est-ce que vous auriez une autre formule? Excusez-moi, de violences faites aux femmes? Oui, je trouve que la forme passive de cette expression, on parle de victime, on parle des violences faites aux femmes. On parle d'agresseurs et de victimes. Mais on ne parle jamais de l'agresseur, justement. Au contraire, c'est qu'on n'en parle pas. Oui, nous, ça fait aussi partie des préoccupations de voir comment cette reproduction de la violence peut se faire. Par exemple aussi, quelles sont les victimes collatérales que peuvent être les enfants. Alors, ça fait aussi partie des préoccupations, mais comme notre mandat principal est le Conseil du statut de la femme et donc de regarder l'ensemble des enjeux d'égalité qui touchent majoritairement les femmes, je me suis consacrée davantage à cette partie du propos. C'est bon? Je vous remercie de votre intérêt, je vous remercie de votre attention, puis surtout, je vous remercie de votre accueil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. N'oubliez pas vos lunettes. Le mot de la fin va appartenir à la présidente du comité monégasque des femmes. Je vais demander à Madame Isabelle Béraud-Amadei de nous rejoindre sur scène pour la conclusion de cette journée d'échange et d'information. Merci.
Permettez-moi tout d'abord de vous remercier, Maître Cordeau, chère Louise, pour cette passionnante intervention sur les évolutions réalisées au Québec en matière de droits des femmes depuis 50 ans. Vous avez démontré toute la fierté et l'attachement du Québec à une société égalitaire, ouverte et diversifiée. L'état des lieux de la condition féminine que vous avez dressé a permis de mettre en lumière tant les avancées que les enjeux persistants en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Enjeux que nous partageons en principauté, où le sujet des droits des femmes constitue, vous l'avez vu, une priorité. À ce titre, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à cette discussion, ainsi qu'aux échanges de la journée, une journée qui a été très riche en débats. Je me réjouis des animations, tables rondes et ateliers qui ont été proposés par les acteurs et partenaires du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes. Ils ont permis, je l'espère, de mieux faire comprendre que les progrès en faveur des femmes profitent à toutes et à tous, et qu'il est nécessaire de garantir les droits des femmes dans tous les aspects de la vie. Ils nous ont questionnés et invités à réfléchir. Quelle est la place des femmes aujourd'hui dans notre société? Quelles sont les discriminations et les stéréotypes de genre qui perdurent? Comment éduquer nos enfants pour faire progresser l'égalité? Dans un monde confronté à une multiplication des crises qui touchent particulièrement les femmes, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes n'a jamais été aussi cruciale. C'est d'ailleurs le sens de l'engagement de Monaco, sous l'impulsion de Son Altesse Sérénissime le Prince souverain, qu'il soit mené depuis de nombreuses années au sein des instances internationales ou par la mise en œuvre de la politique monégasque de coopération internationale en multipliant les programmes de santé, d'éducation inclusive et d'autonomisation économique en faveur des femmes, ou encore, nous l'avons vu aujourd'hui, au niveau national. Mais les efforts doivent être portés par tous. À l'image de cet arbre à vœux qui symbolise notre engagement présent et à venir, et à l'instar de cette journée de mobilisation collective qui a été initiée par notre comité. Je saisis enfin l'occasion de cette journée du 8 mars pour avoir une pensée particulière pour toutes les femmes qui sont victimes des conflits armés dans le monde, à toutes celles qui se battent pour faire entendre leur voix au péril de leur vie, à toutes celles qui luttent pour faire évoluer leurs droits. Leur courage nous invite à l'humilité et leur détermination nous intime de faire vivre leurs rêves de liberté. Je vous remercie.